Bonjour Raymond Clair, merci de nous avoir reçus ici à la Mission Room de Bonjour. Solar Impulse. Alors est-ce que pour commencer, on pourrait revenir sur ce qui s'est passé il y a 9 mois? Vous avez atterri à Hawaï, c'était le vol le plus long, on va dire le plus périlleux peut-être même, 5 jours, 5 nuits 117 heures. 117 heures de vol entre Nagoya au Japon et Hawaï, où André Borschberg a atterri en battant les records de durée. Et effectivement, jamais un pilote seul n'avait piloté un avion sur cette durée-là. Donc on était tout contents. Et puis très vite, le lendemain déjà, on a appris qu'il y avait un petit problème avec les batteries. C'est-à-dire, on avait vu le problème avec les batteries pendant le vol, qu'elles chauffaient, mais on ne pensait pas qu'elles étaient endommagées. Ceci dit, le lendemain, ils nous ont dit elles sont endommagées, on va probablement d'abord devoir faire un vol d'essai, puis après on a dit non, on ne pourra même pas, elles sont trop endommagées. Ce souci de batterie, oui, vous a donc empêché de reprendre immédiatement Voilà. le tour du monde. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, bien sûr qu'on a dû analyser pourquoi on avait eu ce souci de batterie et paradoxalement, elles étaient trop isolées. Donc, parce que les batteries, quand on va à très haute altitude, il fait très froid et il faut les protéger. C'est la même chose avec votre téléphone portable. Quand vous êtes à ski, il est déchargé plus vite. Alors, les ingénieurs avaient fait une bonne isolation pour ces batteries, mais trop. Donc, ce qui a été fait suite à cette analyse et quand on a vu les résultats, on a développé un système qui permet de ventiler les batteries, donc de les refroidir pendant le vol. Et c'est le pilote qui a pour chaque moteur, donc pour chaque paquet de batteries maintenant, un levier pour ouvrir ou fermer des volets d'aération. Et on contrôle depuis Monaco, on contrôle les températures pour les garder dans les valeurs nominales. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 9 mois? L'avion était positionné à Hawaï. Oui. Vous aviez vos mécaniciens, logisticiens sur place? Alors, on a eu tout d'abord une grande chance, c'est qu'il y avait un hangar qui était pratiquement vide, qui appartient à l'université de Hawaï. Et comme ça, on a pu parquer l'avion à l'abri du mauvais temps. Il a fallu le protéger. Par exemple, il a été posé sur des pieds, empêchant les rongeurs de grimper dans l'avion, parce que les rongeurs adorent manger les fils électriques. On l'a aussi protégé pour les oiseaux, parce que dans les hangars d'aviation, il y a toujours des oiseaux. Donc il a vraiment été emballé. Et on a laissé juste une toute petite équipe sur place. On avait des caméras, on pouvait contrôler depuis ici, depuis l'Europe. Par contre, nos ingénieurs, ils ont beaucoup travaillé justement pour développer ce système de ventilation des batteries, mais également pour débugger pas mal de petits problèmes qu'on avait sur les niveaux informatiques, parce qu'en fait, tous les computers qu'on a à bord et tout, ils ont été développés chez nous, et puis il y a toujours des petits bugs, donc les informaticiens, ils aiment bien toujours écrire des nouvelles lignes de code et améliorer leurs produits. Nous, sur le plan équipe mission, on a aussi profité de débriefer les opérations de l'année passée, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer nos procédures. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et je pense que maintenant, on est prêt. Oui, parce que justement, finalement, cette interruption est arrivée à peu près à la moitié du parcours, on peut dire. C'était déjà 8 étapes de franchies. Oui. Donc, c'était aussi un moyen de faire un premier bilan et de voir ce qui pouvait être amélioré. Exactement. L'idée, ça aurait été, si possible, de le faire en une année. Ben bon, on n'a pas réussi. Donc, quand on a comme ça un arrêt, ça permet vraiment de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette pause pour s'améliorer. La prochaine étape, ce sera Bertrand Piccard aux commandes. Oui. Il va redécoller d'Hawaï pour rejoindre Phoenix cette fois-ci. Alors, pour rejoindre, disons pour le moment, la côte ouest des États-Unis, Phoenix, mais peut-être aussi Moffett, qui est près de San Francisco, ou Riverside, qui se trouve près de Los Angeles. Donc, on a ces 3 destinations possibles. On espère pouvoir faire cela la semaine prochaine. En fait, la première date où on aurait pu voler sur le plan énergie, solaire et tout, c'est vendredi, donc aujourd'hui. Mais la météorologie n'est pas tout à fait bonne encore, donc on a ici l'équipe qui travaille maintenant sur les jours suivants. Dimanche, peut-être une possibilité, le vol serait parfait, mais le décollage est difficile.
Et on verra pour faire ça la semaine prochaine. Et ensuite, pourquoi 3 destinations? Parce que ça, le vol va dépendre un petit peu de la situation météorologique générale et des flux principaux de vent. On va aller avec plutôt que contre les vents. Donc voilà, bien sûr que notre destination favorite, c'est Phoenix parce qu'elle est plus proche de la suite. Donc si on posait à San Francisco, on devrait aller jusqu'à Phoenix, ça nous ferait un vol de plus. Justement, quel est le programme pour la suite? Alors depuis Phoenix, la traversée des États-Unis, je pense en 3 voire 4 étapes, parce qu'on ne peut pas dormir sur le continent. On a le droit de dormir sur les déserts ou sur l'eau, mais pas sur les villes ou comme ça pour le pilote. Donc 3 ou 4 étapes avec le but là-bas, le but final New York, avec si possible un passage pour faire des photos devant la Statue de la Liberté. Donc là on est en train de travailler vraiment sur cette option qui est un des rêves d'André Borschberg, c'est d'avoir une photo avec son avion et la statue. Ensuite, depuis New York, un départ pour traverser l'Atlantique en direction de l'Europe. Et de nouveau ici, on a 3 ou 4 destinations. On a comme première Paris, Paris-le-Bourget, qui serait évidemment symboliquement un très beau souvenir du vol de Lindbergh. C'est le rêve de Bertrand de poser au Bourget. Plus au sud, Toulouse, qui serait idéal pour que l'étape suivante nous permette de passer là devant les fenêtres, devant Monaco. Encore plus au sud, Séville en Espagne ou Rabat au Maroc. Depuis là, pour le dernier segment, probablement un atterrissage en Crète ou au Caire avant de rejoindre Abu Dhabi, d'où nous étions partis au mois de mars l'année passée. Le point final donc. Oui. Et généralement, quels sont on va dire, les paramètres indispensables pour lancer un redécollage? Voilà. Alors c'est très complexe, il y a tout un tas de paramètres qui doivent jouer. Tout d'abord, mais un des principaux, c'est la météo. La météo qui est notre avion est très sensible. Notre avion vole très lentement, donc il est très sensible au vent et aux phénomènes thermiques. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on décolle tôt le matin, mais on ne peut pas décoller la journée parce qu'il y a trop d'effets thermiques. On a bien sûr volé quand il y a du soleil pour recharger les batteries, pour avoir en fin de journée les batteries complètement chargées pour pouvoir tenir la nuit jusqu'au lendemain matin. Alors, un vol d'une journée, c'est facile parce qu'on peut avoir les batteries chargées au départ, on va les charger au soleil bien sûr, et puis on va voler la journée, les batteries ne vont pas se décharger. Par contre, pendant la nuit, les batteries vont se décharger et le lendemain matin, il va nous rester environ entre 4, 5 et 8% d'énergie dans les batteries, c'est-à-dire entre demi-heure et 45 minutes de vol. Si on n'a pas le soleil, c'est ce qu'on appelle un ditching, c'est-à-dire un amérissage. Le pilote va devoir probablement sauter en parachute et se retrouver dans son dinghy. Donc, le problème pour les longs vols, c'est que la météorologie doit nous donner des prévisions, pas seulement pour la journée, mais pour 3 ou 4 jours. Et vous voyez bien, quand vous mettez votre météorologie sur votre chaîne, que le 3e ou le 4e jour, la fiabilité diminue. Donc ça, c'est très très important pour nous qu'on ait une fenêtre stable et fiable jusqu'au bout, pour être sûr qu'on va arriver à survivre le dernier jour et à atterrir en sécurité sur la destination. Donc les 2 gros paquets qu'il nous reste maintenant à faire, c'est la 2e partie du Pacifique et l'Atlantique qui sera aussi un gros challenge. Et au niveau des difficultés en arrivant dans les pays, comment est-ce que vous gérez ça en amont avec les autorités sur place? Parce que j'imagine qu'en fonction des pays, toutes les contraintes sont différentes. Oui. Doivent être gérées individuellement? Oui, alors il y a certaines règles d'aviation qui se retrouvent dans le monde entier, mais vu que nous, on est complètement en dehors de l'opération normale des avions, pour chaque pays, on doit tout d'abord demander des autorisations, mais aussi leur expliquer comment on opère. Et ça, c'est un très très gros travail qui est fait par Grégory, qui n'est pas ici, mais qui est un petit peu notre ambassadeur et qui est aussi le chef de la communication et du marketing. Et lui, c'est vraiment un personnage qui travaille beaucoup avec les ambassades et tout. On l'appelle le Head of Permit Department, entre autres. Et donc là, il y a un gros travail déjà pour obtenir les autorisations de voler. Et ensuite, il y a également une grosse coordination à faire avec les centres de contrôle aérien.
Donc on a notre équipe de contrôleurs aériens retraités qui discutent déjà des mois avant avec les différents centres de contrôle qu'on va survoler pour leur expliquer comment ça se passe l'opération de notre avion. Notre avion se déplace à 50 km/h. Un avion de ligne normal à 900 km/h. Mais on vole dans la même zone. Donc, ça demande de la coordination et ça, c'est un énorme travail aussi. En amont et après, en temps réel également. Donc, on a l'équipe là derrière qui est en temps réel en communication avec les contrôleurs. Et ça se passe très, très bien. Et en fait, en général, les contrôleurs, au début, ils sont un peu frileux. Ils se disent « Oh, ça va être difficile ». Et quand ils ont l'occasion de participer au vol, éventuellement même de parler aux pilotes, ils sont tout contents et on reçoit des messages après, c'est super, on a pu aider la mission, donc ça se passe très très bien. Généralement, oui, vous avez des bons retours de l'aviation Excellent en général, retour. du monde de l'aviation. Tout à fait, oui, tout à fait. On a vraiment des très très bons retours et ça c'est quand même aussi important pour les pays qui nous restent à survoler, qu'ils sachent qu'on n'a pas créé des gros problèmes. Les problèmes, on les crée quand on arrive sur un aéroport parce qu'on bloque une piste pendant environ 30 minutes, mais les directeurs des aéroports et tout acceptent cette contrainte pour avoir, je dirais presque, le privilège de nous accueillir. Oui, parce qu'il reste assez rare finalement. Voilà. Que quelques étapes. Oui, mais on a reçu, là, avec tous les aéroports pour lesquels on discute, on a reçu des message initial d'un directeur. Nous serons heureux de participer à l'histoire de l'aviation. Donc c'est fantastique. Ça prouve bien que, voilà, à l'heure actuelle, avec les différentes étapes que vous avez déjà franchies, accomplies, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi votre premier pari qui était de prouver que l'énergie solaire aujourd'hui fonctionne et est utilisable? Tout à fait. Donc, le premier pari de pouvoir faire cette traversée de 5 jours, 5 nuits, elle prouve que le concept est juste. La suite, maintenant, vous savez que ce projet, c'est vraiment un projet de communication, de communiquer sur les énergies renouvelables, promu en ce projet donc d'André Borschberg et de Bertrand Piccard, qui ont d'ailleurs fait une grosse participation à la COP21. Et c'est sûr que plus on opère en traversant les États-Unis maintenant, ça va permettre aussi de communiquer, de parler de ça. Et ensuite en Europe encore. Donc le message continue à être porté par nos opérations. Oui, chaque pays franchi rassemble de plus en plus de monde à Exactement. votre cause. Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Cette rencontre touche à sa fin. Merci de nous avoir reçus ici dans la Mission Room de Solar Avec plaisir. Impulse. Merci à vous. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.